Si le cinéma de série B post-bombe atomique des années 50 et 60 est rempli de monstres détruisant tout sur leur passage, surtout depuis le célèbre Godzilla de 1954, qui marque le retour du refoulé scientifique et nucléaire, il inclut aussi plusieurs films dans lesquels le corps est soumis à des manipulations extrêmes, notamment la tête et le cerveau. Et les titres, qui sont souvent amusants, parlent d'eux-mêmes. J'ai envie d'en faire plaisir. Je vais vous en soumettre quelques-uns ici. Donovan's Brain, entre autres, qui est une adaptation d'un roman que j'aime bien de Kurt Siodmak, qui s'appelle en français Le cerveau du nabab. C'est ça que j'ai reconnu dans la collection Livres de poche. The Brain from Planet Arus, The Brain Eaters, c'est toujours bien de mêler ça avec un peu de cannibalisme. The Thing with Two Heads, et bien d'autres encore. Donc, dans des films comme ceux-là, comme dans d'autres aussi, le corps en général devient très malléable. Dans la foulée d'une science abordée comme un art, les scientifiques travaillant dans leur laboratoire comme des artistes dans leurs ateliers, ça semble d'autant plus vrai du cerveau, lieu dans lequel résiderait la personnalité selon bien des observateurs en vertu d'un parti pris cérébraliste assez largement partagé, sans parler de tous les cerveaux qui ornent les laboratoires de savants fous au fil du temps. Le film américain The Brain That Wouldn't Die, qui a été tourné dès 1959, mais qui a été distribué en 1962, ce qui n'est jamais un très bon signe. Il faut dire qu'il y a un petit 3 ans de lousse où on ne savait pas quoi faire avec, est habituellement rangé dans le lot des films à cerveau, dont j'ai montré quelques exemples tantôt. Avec raison, si on s'en tient à son contenu, à ses personnages aussi. On y compte 2 savants fous et quelques hybrides monstrueux. C'est un film culte, souvent considéré comme un nanar, mais sa popularité est quand même assez soutenue. Il y a eu, entre autres, 3 comédies musicales inspirées du film que j'ai pas vues. Je ne sais pas si je veux les voir non plus, mais c'est un peu intriguant. Puis il y a même un projet aussi sur Kickstarter en 2016, un remake satirique où on reconnaît les 4 principaux personnages là-dessus, qui engrangeait un petit peu plus que 70 000 $. Donc ça sous-entend une présence soutenue. C'est pas nécessairement pour la qualité toujours, mais quand même. Son contenu, justement, ne devrait pas être limité complètement aux manipulations corporelles ou aux savants fous. Et dans ce qui suit, j'aimerais suggérer que le personnage principal du film est plutôt celle qui est soumise au projet scientifique délirant. Jan Compton, incarné par Virginia Leigh, qui est affectueusement surnommée Jan in the Pan, son surnom, parce que sa tête passe presque tout le film dans une espèce de casseau ou casserole. Et si vous ne l'avez pas deviné, le budget est à peu près inexistant. Le film a été tourné en 5, pas semaines, 5 jours. On aurait pu penser 5 heures aussi, mais c'est quand même. Donc, j'aimerais montrer pourquoi le personnage a été parfois, puis je ne veux pas sous-entendre là, que tout le monde l'aborde en tant que personnage associé au féminisme. Il y a eu quelques analyses de nature féministe sur ce film-là. Donc, j'espère à la fin de la présentation que ce phénomène étrange-là soit un peu plus clair. Et je vais insister sur sa trajectoire qui, de stéréotype total dans la première partie, devient un sujet et une agente à part entière. Et elle en vient à prendre le contrôle du film et du projet scientifique aussi. Elle qui a pourtant perdu tout son corps, sauf sa tête. Je vais revenir aussi sur ce rapport-là au corps qui est particulier. Donc, pour commencer, je vous présente Jan Compton au complet. On ne la voit pas souvent au complet dans le film. Ici, elle est entre Kortner, père et fils, 2 scientifiques. Donc, elle va perdre sa tête assez rapidement. Elle est présentée d'abord comme la conjointe de Bill Kortner, qu'on voit à droite. Elle pratique le métier d'infirmière, mais on ne la voit jamais à l'ouvrage, ce qui est déjà significatif. Et ses premiers mots, lui, octroient clairement le 2e rang dans le couple. Elle dit à quel point elle est fière du travail de son mari. Elle lui demande aussi quand va être la date de son mariage. Donc, pour toutes ces raisons-là, le test de Bechdel auquel on a fait référence tantôt est lamentablement échoué, du moins dans la première partie, à d'autres moments aussi du film. Pour ce qui est du docteur Kortner, donc dans la meilleure tradition des savants fous littéraires et cinématographiques, il mène des recherches secrètes dans un laboratoire secondaire et caché. Donc un laboratoire principal, mais ce n'est pas là qu'il mène ses recherches. Et il espère pratiquer des greffes complexes pour prolonger la vie de ses patients. Parmi ses caractéristiques, on peut dire qu'il est riche, qu'il aime charmer, qu'il est nonchalant, que c'est une crapule morale complète. Il a un poste envieux et envié aussi, et il semble avoir à première vue les connaissances requises pour installer quand même sa maîtrise et son autorité. Et même si elle travaille pour lui, Jan Compton, initialement, ne connaît absolument rien.
de son projet scientifique, mais il a rapidement envie de l'inviter dans son laboratoire secret, situé en pleine campagne. Et là, le plaisir commence. Donc, il y a un accident d'automobile sur fond de musique jazz incongrue qui entraîne des conséquences désastreuses et qui transforme le film. John est décapité. Elle serait sans doute morte dans la réalité, mais on est en pleine science-fiction délirante. Donc, elle doit survivre. Et dans une scène un peu trop étrange pour faire peur, Bill Courtney recueille sa tête et, en la transportant comme un ballon de football, il se rend au laboratoire en pleine panique. Et là, il n'y a plus le choix. John va devenir son cobaye, tandis qu'il va essayer de transplanter sa tête sur un autre corps. Ça, c'est le genre de projet, moi, qui m'intéresse beaucoup, par exemple. Donc, la greffe potentielle, parce qu'il reste à voir si elle sera pratiquée ou non, reçoit un relief particulier dans le film. La greffe typique, là, je vais me servir des fois de cas réel, parce que quand elle est pratiquée dans le réel, une fois composante restauratrice, par la greffe, on s'efforce de ramener le corps à un état antérieur, de régler une difficulté en provoquant un retour au même, presque. Certes, les greffes les plus extrêmes, comme celle que veut pratiquer le Dr Courtney, ont aussi une forte dimension instauratrice, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réparer, mais de créer et d'inventer de nouvelles formes. Ça, c'est un trait partagé par beaucoup de savants fous. Et il faut de toute façon reconnaître de façon plus générale que toute greffe suppose une certaine intervention qui infléchit le cours de la nature, mais on retrouve souvent un équilibre entre les deux, parce que, aussi précaire soit-il, il y a un équilibre entre le caractère inédit de la recherche et un résultat qui est aussi une sorte de restitution, habituellement. Les deux aspects sont mêlés aussi dans The Brain That Wouldn't Die, notamment au début du film, quand Courtney, père et fils, croisent le fer au-dessus d'un patient, parce que ça devient une compétition médicale. Le fils prend le contrôle de la chirurgie assez rapidement avec une méthode qui est beaucoup plus aventureuse que celle de son père, ce qui lui permet de, en guillemets, ressusciter le malade, ou en tout cas de le tirer de la mort. Et le plus vieux reproche malgré tout au plus jeune de jouer à être Dieu, de manquer à ses devoirs éthiques, en volant notamment les organes d'autres patients pour alimenter ses recherches. Il fait ça, entre autres, le Dr Courtney. Tandis que le fils reproche à son père d'être trop prudent, de ne pas réaliser le potentiel extraordinaire de la science. Bref, c'est un affrontement classique, tout amateur de savant fou. On est dans des codes vraiment connus ici. Quant à la greffe prévue pour John Compton, parce que là, ce n'est pas elle qui était impliquée là-dedans, elle va être d'abord un moyen pour Courtney de lui redonner l'existence dont elle bénéficiait avant l'accident et dont elle aurait dû bénéficier n'eût été de la bêtise de cet homme. Et la chirurgie joue un double rôle qui est très classique, lui aussi, dans les films de série B de l'époque, pousser la science plus loin, d'une part, et racheter la faute initiale de Courtney, d'autre part. Et la greffe, telle que Courtney l'envisage, est aussi un moyen d'assouvir ses fantasmes. Et là, on va embarquer dans le sujet que c'est une crapule. Courtney, on va le voir un peu, parce que ça souligne, entre autres, son machisme achevé, parce qu'il ne cherche pas n'importe quel corps de remplacement. Il cherche celui qui va le plus correspondre à son idéal de beauté féminine. Et bien sûr, ça va être dans les boîtes de nuit ou en fréquentant des supermodèles. Il va essayer de trouver le corps de remplacement pour elle. Donc, cette espèce de gros trouble personnel qu'il vit va être transformé dans une espèce de recherche d'un corps idéal de la part d'un macho absolument fini. C'est ça qui va rendre l'éventuelle revanche de John un peu plus percutante aussi. C'est comme si on le plonge tellement profond que sa destruction va être plus intéressante après. Donc, c'est des lieux qui reproduisent à l'envi son propre male gaze, et il va chercher à convaincre une femme de soumettre un projet dont il ne va pas du tout lui confier les détails. Et c'est le savant fou en Pygmalion, d'une certaine façon, qui entend sculpter celles qui l'entourent pour les rendre conformes à ses désirs, dans un but, encore une fois, de puissance, de maîtrise et de contrôle. Et le talent, s'il existe, puisque dans son cas, il y a quand même un certain talent scientifique, est mis au service d'une exploitation, d'une objectivation, dans un rapport de pouvoir qui est complètement inégal. Mais ça, c'est au départ, parce que là, éventuellement, ça va changer un petit peu, et la dynamique entre Courtney et Compton est sur le point de changer, puis je veux m'attarder un petit peu là-dessus. Donc, je veux délaisser le point de vue du savant fou, qui est assez classique, pour plutôt m'attarder à celui de Jane Compton elle-même, qui est un personnage assez étrange là, dans l'histoire de la science-fiction, plus intéressant, plus inhabituel aussi que le point de vue du savant. Parce que c'est clair qu'elle semble d'abord complètement prise en charge après l'accident.
soi-disant pour son propre bien, même si c'est à cause d'une erreur monumentale. Mais son profil initial avant l'accident était déjà celui d'une dépendante. Elle existait seulement par le regard et le rôle de son conjoint. Et après la chirurgie, initialement, en tout cas, elle paraît subir le même sort, alors que son existence est directement reliée au projet de l'homme qui l'a plongé dans cet état précaire. Et son statut d'objet de science est comme décuplé par le fait qu'elle n'a plus de corps, c'est vraiment juste une tête qui reste, est offerte au regard insistant, comme on le voit sur ce plan-là, du docteur Courtney et de son assistant, puis elle paraît avoir encore plus perdu cette possibilité d'agir alors qu'elle n'était pas vraiment capable d'agir avant non plus. Donc il lui reste que son visage parfaitement intact. Ça fait jaser beaucoup dans les textes critiques. Parce que, avec ce qui est arrivé avec le reste, on s'étonne que ce soit maintenu comme ça. Indice suprême de son identité, mais aussi de sa beauté aux yeux de son mari, son futur mari. Ils ne sont pas mariés encore. Or, cette perte corporelle est au cœur d'une transformation qui est tout sauf une pure soustraction dans le film. Bien au contraire, ça se traduit par des gains considérables. Et on entre un peu dans la portion du film où il y a beaucoup d'excès, de plusieurs façons. Parce qu'autant c'est un film qui est un peu enfermé par les codes du genre, par moments, il y a comme un peu de débordement. Donc s'il y a une perte, a souligné par exemple David Annandale, qui a consacré un article au film, c'est peut-être surtout celle d'une vieille identité sclérosée par des stéréotypes machistes façonnés par les hommes qui l'entouraient. Si elle semblait s'accommoder d'une certaine façon de cette soumission-là avant l'accident, c'est plus du tout le cas ensuite. Et le thème du pouvoir devient central jusqu'à la fin du film, n'en déplaise à l'assistante Courtney qui va la qualifier de powerless en lui parlant, et ça passe pas. Il va amèrement le regretter plus tard d'ailleurs, parce qu'au contraire, il y a comme une situation d'empowerment à partir du moment où elle semble acquérir autre chose que la seule perte de son corps à ce moment-là. Donc, la perte du corps affecte aussi, peut-être même surtout, sa personnalité. John Compton affirme et assume à partir de ce moment-là. Et si elle paraît occuper moins d'espace sur le plan physique, car là, c'est John Independent dans son casseau, sur le plan plus large, elle prend plus de place que jamais. Mais cet espace va en se complexifiant dans la mesure où son action va se déployer à travers les autres, maintenant. Ça va être intéressant parce qu'autant elle est un peu fermée sur elle-même, sans accès au pouvoir, là, ça va être complètement le contraire. Et le regard va changer de direction. On va s'éloigner du regard des hommes qui encadrent et enferment les autres, comme dans le plan qu'on voit ici, où John Compton, désormais en plein contrôle, fixe un Bill Courtney complètement défaillant, que ça va de mal en pis, dans un contraste aussi avec toutes les scènes dans lesquelles Courtney cherche un corps de remplacement à sa femme, où là, il est encore en plein contrôle, ça commence tranquillement à se dérégler. Maintenant assertive, John Compton est perçu comme une menace par les hommes qui avaient jusque-là orienté son existence. Et si les hommes en viennent à souhaiter sa mort physique, ils espèrent aussi la mort de sa parole. Ils cherchent son silence. Donc, parmi les gestes qui sont posés par Courtney, parce qu'il y a beaucoup de scènes de monologues, très peu subtiles dans la bonne tradition de la série B, et cette parole-là, qui ne se laissait pas du tout entendre avant l'accident, devient centrale par la suite. Le docteur Courtney va lui coller du ruban adhésif sur la bouche pour mieux garder le contrôle à la fois de sa science et des conversations aussi, parce qu'on sait que le mansplaining, c'est une spécialité des savants fous, en général, qui vont surexpliquer non seulement leur projet, mais se justifier même dans l'abject le plus prononcé. Donc, mais c'est une parole qui, freinée en apparence, va réussir quand même à s'exprimer, à s'incarner à la fois dans les mots et dans une pensée dont il la croyait dépourvue jusque-là. Et elle a même accès, entre autres, aux pensées cachées du docteur Courtney. Donc, on entre dans un pouvoir qui devient un peu mystérieux. Et je veux justement insister sur le thème de la pensée, que John manie d'une façon complètement libre et nouvelle après l'accident, mais qui peut, par ailleurs, être considéré comme l'outil principal des personnages masculins qui peuplent le film, en tant que savants. Donc, il y a un effet de miroir jusqu'à un certain point, ça c'est monnaie courante dans les fictions de série B, à travers le thème du double, entre autres, où les identités se troublent et se confondent, héros et vilains, créateurs et créatures étant pris dans un redoutable jeu de rôle. Et comme John Compton, à certains égards, accède à un usage surhumain
de sa raison après son accident. C'est pour ça que je suis content en même temps d'avoir été mis dans le groupe sur femmes, parce que c'est clair que ses pouvoirs débouchent là-dessus. Elle s'approche d'une certaine façon du pouvoir associé à la pratique de la science, au contrôle qui est sous-entendu par ça. Et il y a lieu de se demander si elle n'usurpe pas d'une certaine manière aux vaincus leur statut, en devenant à son tour une savante folle, si je peux dire ça comme ça, mais de façon subversive, donc en s'appropriant leurs outils. Après tout, c'est elle qui prend les commandes du film à partir de ce moment-là, mais aussi du projet scientifique, parce qu'elle va rendre, je sais pas moi, la réception d'un nouveau corps extrêmement compliqué. Elle va jouer dans les plans de Courtney de cette façon-là. Et comme bien des savants fous, son comportement paraît déchaîné, avec des rires un peu étranges qu'on associe aux savants fous traditionnels. Elle n'a plus de compte à rendre à personne, elle est libre d'assouvir ses désirs les plus intimes, mais à la différence de la plupart des savants fous, dont la folie naît entre autres de l'écart qui s'installe entre l'ambition et les résultats concrets. À un moment donné, il y a un écart qui se creuse et la folie naît souvent de ça. Ben, elle conserve un véritable contrôle sur sa situation et celle des autres. Ses paroles et ses gestes tendent tous vers un désir de revanche qui va parvenir à s'accomplir à peu près à la lettre. Donc là, l'écart habituel n'est pas là ici. Elle se rapproche peut-être moins des savants fous du film que d'une figure un peu plus étrange de la trame narrative, devenue symbole d'une pensée toute puissante à ce moment-là. John Compton en vient à nouer une alliance contre les soi-disant représentants du savoir et avec ce qui précisément ne pense pas. Vous l'avez vu dans la version colorée là, de la version Kickstarter, le monstre dans le grenier. Il faut vraiment que je l'appelle comme ça parce que c'est un monstre qui est terré dans un grenier. Pour vrai. On est dans la subtilité ici. C'est un monstre qui nous était présenté à la 25e minute du film, qui en fait 81 à peu près, c'est pas des heures. Mais on ne fait alors qu'écouter ces râles pénibles, puis entendre les coups qu'il porte justement sur la porte qu'il garde prisonnier, parce qu'on l'emprisonne là, on ne veut pas le voir. C'est clairement le résultat d'une erreur scientifique. Et une dizaine de minutes plus tard, donc après 35 minutes à peu près, John va établir un contact avec lui, un contact télépathique, en l'incitant à communiquer par des coups frappés à son tour. Donc, elle va trouver un moyen de communiquer avec cet être que personne ne pouvait contacter jusque-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut comparer la laideur de ce personnage avec la sienne propre. Tu sais, elle dit, à un moment donné, « Can your horror match mine? » Est-ce que ton horreur peut rivaliser avec la mienne? Puis on sent que c'est à la fois ce qu'elle est devenue, une tête sans corps, puis en même temps, probablement aussi associée au projet qui devient de plus en plus horrible. Donc le thème du monstre, mis au rencard, revient très souvent dans les fictions du genre. C'est un monstre qui est presque toujours un révélateur. Puis là, je ne reviendrai pas sur l'étymologie de monstre, mais il y a une dimension quand même de monstration aussi. Mais il montre ce qu'on voudrait taire, en général, ou faire taire. Le retour spectaculaire est souvent destructeur du refoulé. Puis en même temps, on comprend comment John peut commencer à éprouver une sympathie avec un personnage comme celui-là, étant donné sa situation. Donc, cette présence-là du monstre, c'est le cas aussi du film qui m'occupe aujourd'hui. C'est un monstre qui est le résultat d'une expérience ratée du Dr. Courtney. Des morceaux de cadavres épars qui ont été réanimés par un sérum. Ça a été un peu raté comme expérience, puis il y a des petits échos de Frankenstein derrière ça. Et c'est pas le seul ratage, d'ailleurs. Le fameux Courtney qui a beaucoup de talent par ailleurs, mais il a raté ce qu'il a donné à son assistant, qui a donné un bras assez déficient, qui est reproduit juste par une posture différente en général, ou dans un close-up avec un bras tout ratatiné, qui n'est pas tellement croyable. Mais donc, c'est l'autre erreur qui est montrée ici. Mais là, je reviens au monstre, parce que désormais, lié à ce monstre-là, la volonté de John Compton peut s'incarner de manière encore plus efficace et servir de tremplin vers la revanche qu'elle désire sur celui qui l'a asservi. Et en semant les germes du dernier acte de l'intrigue, ce rapport au monstre ajoute un obstacle au plan de Bill Courtney qui est plus en mesure de lui imposer le beau corps qu'il voulait lui donner. C'est pour ça que je disais tantôt que la greffe reste hypothétique. Puis ça devrait être appelé en passant « The Head That Wouldn't Die », mais il semble que c'est parce que la mode était au film avec Brian dans le titre. C'est seulement pour ça qu'on avait appelé ça comme ça. Donc elle provoque en outre la mutilation du bras du Kurt bien nommé dont je viens de parler, dans un spectacle gore, un budget assez réduit aussi. Et le film se solde, au fond, sur l'échec absolument général du projet scientifique, mais sur la victoire d'un objet de science qui est transformé en sujet
entièrement responsable de son existence. Et ces derniers moments-là brouillent les pistes entre héros et vilains, créateurs et créatures, parce qu'à bien des égards, l'arc narratif de John Compton l'a fait passer de créature à créatrice, vraiment, sur tous les plans. Et dans cette optique-là, j'aimerais proposer une dernière section en abordant un parallèle rapide de John Compton avec une autre héroïne de série B, Christiane Genesi, du film Les yeux sans visage de Georges Franju, qui a été tourné en 1959 lui aussi et qui jouit d'une bien meilleure réputation que de Brand That Wouldn't Die. Et c'est très justifié. Il faut avouer les choses. Mais le parcours des deux personnages, quand même, c'est semble intéressant de comparer ça. Donc, leurs situations sont similaires à plus d'un titre. Au début du film Les yeux sans visage, Genesi paraît, elle aussi, à la remorque d'un savant en position d'autorité, qui est également responsable de son état précaire. C'est son père dans ce film-là, qui a provoqué l'accident qui a défiguré sa fille. Donc, on a des conducteurs un peu intrépides, comme quoi les docteurs Genesi et Courtney se ressemblent à plus d'un titre, mais le docteur Genesi est un personnage quand même un petit peu plus mystérieux et nuancé. Et aidé par une assistante, le docteur Genesi va faire kidnapper des jeunes filles en espérant voler leur visage pour le greffer à Christiane. Donc, en lui enlevant son visage, son père lui retire son existence d'avant. Et avec le concours du docteur Genesi, d'ailleurs, on sème en effet la rumeur que Christiane est morte. Puis on va jusqu'à envoyer des invitations pour ses funérailles. Donc, il y a vraiment un changement subi d'existence où elle est vraiment placée à la disposition de son père et mène une vie cachée dans l'immense villa du docteur Genesi en attendant l'exploit du savant fou de service. Et encore une fois, qui ne viendra pas vraiment. Ça aussi, c'est un parallèle entre les deux films. Et dans le dernier acte, qui n'est pas si éloigné, c'est étrange de faire un rapprochement entre Les yeux sans visage et de Brand That Wouldn't Die, mais on va le faire aujourd'hui. On assiste, c'est ça qui m'intéresse surtout pour conclure, à la revanche de la captive. Si le ton des deux films, parmi bien d'autres caractéristiques, est très différent, les échos sont nombreux en ce qui est trait à la teneur de cette revanche-là, parce qu'avant que les deux films subissent la chirurgie espérée par leur soi-disant protecteur, qui va racheter leur faute et les transformer en chum ou père plus responsable, elle déchaîne des forces qui avaient été contraintes jusque-là. Si John Compton libère le monstre dans le grenier, dont je parlais tantôt, Christiane Genesi libère quant à elle, entre autres choses, la pléthore de chiens qui étaient conservés par son père comme futur cobaye, et dont on avait entendu les jappements jusque-là. Ça aussi, ça me fait penser à la présence, c'est pas monstrueux dans ce cas-ci, mais la présence de ce qu'on veut mettre de côté qui, éventuellement, a besoin de sortir et de s'exprimer. Donc, c'est des présences diffuses avant des présences pleines et entières. Et dans les deux cas, les êtres libérés provoquent la mort du savant fou. C'est le monstre qui tue Courtney, c'est les chiens qui en viennent à tuer Genesi aussi. Ce déchaînement de force, trop longtemps enfermé, est un écho de leur situation respective, à John Compton et Christiane Genesi. Dans un paradoxe apparent, il aura fallu que les deux femmes perdent une portion de leur corps pour en regagner la pleine possession et installer des liens avec les êtres étranges et pris à partie qui les entourent. Bref, établir, c'était pas nécessairement le but de faire un point final avec ça, mais établir un lien entre corps et communauté de cette façon-là. Alors, je vous remercie.